voudrais d'abord revenir sur comment c'est arrivé tout ça. Alors, je pense qu'on est un certain nombre à avoir en mémoire que ce qui a changé les choses, d'abord, c'est un certain nombre de changements de la société, qui sont des choses finalement agréables, qui nous sont arrivées. Et je commencerai par le réfrigérateur. Le réfrigérateur, c'est ce qui permet de ne pas aller faire ses courses tous les jours. Un autre élément extrêmement important qui est venu derrière, c'est si on ne fait pas ses courses tous les jours, on a plus de temps, et le développement du travail féminin est un autre élément important de ce changement de société. Et bien sûr, ce qui allait avec, c'est l'automobile, pour aller un peu partout et puis changer ses lieux de consommation. Et avec l'automobile, ça a été l'étalement urbain. Michael en a un petit peu parlé, c'est effectivement très important. Au passage, je grifferai un petit peu en disant que si on en est là au niveau d'une intercommunalité qui joue de la proximité de Montpellier pour essayer de faire de la confiscation ou de la prédation fiscale, c'est parce qu'on a une métropole dont le contour est une dentelle politique qui doit beaucoup, et je vais être gentil, au caractère de Georges Frêche. Voilà. Je pense que si la métropole avait eu un découpage beaucoup plus économique, elle serait un bassin de vie, et ce genre de choses serait plus difficile à mettre en œuvre. Donc l'étalement urbain. Et puis il y a une chose fondamentale qui a changé la façon, notre rapport au commerce, c'est la publicité et le libre service. Et là je les mets ensemble, parce que avant on allait chez un commerçant, on lui demandait ce qu'on voulait, il vous expliquait du conseil, il vous disait voilà tel produit. Maintenant, vous allez chez un commerçant, vous ne lui demandez pas ce que vous voulez, vous le savez, vous l'avez vu, on vous l'a mis dans la tête. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont fait qu'on a eu un changement de société qui peut se résumer par le fait que le client, écoutez bien les mots, ils sont importants, le client est devenu consommateur, et de l'autre côté, le commerçant est devenu distributeur. Vous voyez qu'on a remplacé des gens par des fonctions. Et ça, c'est le principal résultat de changements sociétaux dans lequel s'est engouffrée la grande distribution. Parce que il y a eu plusieurs périodes où les politiques se sont élevés. Curieusement, quand il a commencé à avoir eu des lois contre la corruption, moi je me souviens d'avoir, vous savez, dans les grands moments de sa vie, vous savez tous où vous étiez quand les avions ont percuté les tours à New York. Eh bien moi je sais où j'étais le jour où j'ai entendu Alain Juppé, Premier ministre, dire il y en a marre de ces gens qui défigurent nos entrées de ville. J'étais dans ma voiture et j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire, tout seul. Parce que c'est bien la responsabilité du politique de développer l'aménagement et les paysages que nous voulons avoir. J'y reviendrai un peu plus tard. En fait, donc, on a fait une erreur d'urbanisme. Mais il faut savoir que notre organisation spatiale est basée sur la charte d'Athènes. Et je vais vous lire juste un paragraphe, vous allez comprendre le paysage dans lequel on vit et pourquoi on est dans ce paysage. Les clés de l'urbanisme sont dans les 4 fonctions: habiter, travailler, se recréer dans les heures libres, circuler. Les plans détermineront la structure de chacun des secteurs attribués aux 4 fonctions clés et ils fixeront leur emplacement respectif dans l'ensemble. Vous voyez bien que c'est, on ne peut mieux dire, la définition d'un PLU. Là je travaille, là je dors, là je me déplace, là je fais du commerce, etc. Voilà. Ça, je crois que c'est l'erreur fondamentale qu'il faut bien avoir à l'esprit, qui a conduit au paysage que nous vivons. Et du coup, ça a provoqué quoi? Eh bien, on avait un sous-produit urbain du commerce qui était l'animation urbaine. Le commerce faisait de l'animation urbaine comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Il est évident que le commerçant, l'artisan, ne disait pas « je vais m'implanter là pour faire de l'animation urbaine ». Il faisait son business, c'est normal. Aussi, j'ai envie de dire que quand le commerçant est devenu distributeur et qu'il s'est installé à l'extérieur, personne ne lui a demandé de faire de l'animation urbaine, personne ne lui a reproché, ça ne lui rapportait rien. C'est une logique de fonctionnement d'entreprise. Mais la grande distribution donc a dissocié la fonction d'échange de la fonction urbaine et sociale du commerce. Et ça, il y a beaucoup de philosophes actuellement qui travaillent sur ces aspects de dissociation de notre société, et je crois que c'est un élément essentiel. Et cette dissociation, c'est elle qui fait peser une lourde menace sur le commerce
des centres-villes, mais aussi des villages et des quartiers, comme le disait Michael. Et moi, je vous le dis en tant qu'urbaniste, je suis allé porter cette parole-là l'année dernière à un colloque à Montréal, on n'est pas dans un enjeu économique, on est dans un enjeu de civilisation. Notre civilisation européenne, je veux dire, je fais une différence justement avec la partie occidentale mais américaine, notre civilisation européenne est basée sur une centralité urbaine qui est l'endroit où l'on retrouve l'ensemble de la population et ses symboles. Et c'est vrai au niveau du village, c'est vrai au niveau du quartier, et c'est encore plus vrai au niveau du centre-ville. Donc je crois que c'est vraiment cet enjeu de civilisation qu'il faut avoir à l'esprit quand on voit la façon dont on défigure les paysages et dont on met les activités commerciales à l'extérieur des espaces urbains. Alors, pourquoi on est resté si longtemps sur cette erreur d'urbanisme? Parce que quand même, dans les années 80, il y a eu des urbanistes qui se sont réunis, qui ont fait une charte de ville du XXIe siècle qui a dénoncé en vain ces dérives. Et je vais vous lire un tout petit extrait aussi de cette charte des villes du XXIe siècle. À cet égard, les villes européennes ont une spécificité qui leur est propre à l'échelle de la planète. Elle est basée sur 4 caractéristiques. La richesse de leur patrimoine, la qualité des espaces publics qui fait partie également de leur patrimoine, la distribution d'un ensemble de villes en réseau sur le territoire, et là vous voyez déjà apparaître cette hiérarchie de fonctionnement et de fréquentation, c'est-à-dire qu'on commence par acheter des choses à la proximité dans son village, et puis on va monter au bourg, et puis on va monter à la ville pour certaines choses. Au passage, petite parenthèse, tous les ministres depuis 20 ans parlent du commerce de proximité pour les centres-villes. Les commerces des centres-villes ne sont pas des commerces de proximité. Il y a du commerce de proximité dans les centres-villes pour la population, mais quand vous allez au centre-ville, c'est pas pour acheter votre baguette ou votre alimentation. Donc il faut vraiment faire la différence. On parle de commerce traditionnel, de commerces urbains, mais pas de commerce de proximité, parce que là on fait un contresens qui fait que des tas de politiques se sont fourvoyés sur cet aspect-là. Et puis, quatrième point donc de cette charte du XXIe siècle, c'est la plus importante, la mixité des fonctions, habiter, travailler, s'approvisionner, se divertir, réunis traditionnellement dans les mêmes espaces centraux des villes et des régions européennes. Et vous voyez qu'on touche là vraiment à un fondement de civilisation et de société qui fonctionne. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'a donné cette erreur d'urbanisme? Eh bien, d'abord des conséquences économiques. Ça a d'abord été vanté comme une lutte contre l'inflation. Je ne vous fais pas un dessin, c'est un fusil à un coup. Une fois qu'on a changé de modèle, qu'on a fait baisser les coûts, on ne peut plus. Une compétitivité entre les entreprises commerciales sur le dos de l'emploi, dans un secteur qui est hors concurrence internationale. Vous n'allez pas faire vos courses à l'étranger. Alors, la question des emplois créés. Ça, c'est extrêmement difficile, parce que l'impact s'étale sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'on va créer un centre commercial, on vous dit qu'on va créer 350 emplois, en réalité on va créer 150 équivalents temps plein, parce qu'on a beaucoup d'emplois partiels, mais peu importe, on a créé 150 emplois, et on va en faire disparaître autant et vraisemblablement plus dans le tissu traditionnel, mais ça va s'étaler, un emploi par-ci, 2 emplois par-là le lendemain, 4 la semaine suivante, etc., pendant 3 ou 4 ans. Donc faire le bilan, vous pensez bien que tout ça est oublié quand on est au bout de 4 ans. Donc c'est extrêmement difficile, mais la règle qui est communément admise, c'est qu'un emploi à chiffre d'affaires égal, par mètre carré, on a 3 à 4 emplois, 3 à 4 fois plus d'emplois dans le commerce traditionnel que dans les grandes surfaces. Alors, après, quand on a fait ça pour l'inflation, pour baisser les prix, on doit toujours être en train d'essayer de baisser les prix. Et vous connaissez le résultat, eh bien on fait de la pression sur le tissu productif, agricole en particulier. Hein, j'ai vu, je ne sais pas quel syndicat avait dit « Ah, maintenant on va faire des prix à partir du prix de revient ». Et moi j'ai appris ça à l'école primaire. Qu'on puisse raisonner autrement, ça m'a toujours paru complètement farfelu. Et puis si le producteur local ne peut pas, ou national pour l'industrie, eh bien on délocalise. Et voilà comment on a ruiné nos espaces urbains, nos espaces productifs, agricoles et industriels. C'est une fuite en avant. Et le plus grave aujourd'hui,
c'est que c'est maintenant une fuite en avant par la promotion commerciale, c'est-à-dire par les promoteurs, et non même pas par les enseignes. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, je crois que vous les avez donnés sur le fait qu'entre 1995 et 2015, on a eu une augmentation de 40% des mètres carrés, de 4% par an des mètres carrés, alors que la consommation augmentait de 1%. Donc vous voyez, au bout de 20 ans, d'un côté on a 20%, de l'autre côté on est à 4%. C'est mortel. On parle souvent de courbes qui se croisent en ce moment, mais celle-là est absolument dramatique. Conséquences écologiques, évidemment, on a participé à l'étalement urbain, ça j'y reviendrai pas, on a stérilisé les terres agricoles, le bilan carbone. Ça c'est un enjeu quand même fondamental. On fait exploser le bilan carbone. D'abord, puisqu'on a éloigné les productions de la consommation, ça c'est le premier point essentiel, à cause des délocalisations, c'est évidemment exponentiel, mais on a aussi, au niveau de la distribution, parce que la part des déplacements en automobile des clients représente 55 à 80% des émissions de CO2 dans un centre commercial. Et si vous faites un centre commercial dans un tissu urbain, mettons qu'il y a 1 kg de CO2. Si vous le faites dans une périphérie proche mais dense, vous êtes à 2 kg pour la même quantité de produits. Et si vous êtes sur un lotissement extérieur, vous êtes à 3. Donc vous voyez que c'est quelque chose de, là aussi, de très dangereux pour notre avenir. En conclusion, un secret de Polichinelle. Je crois que vous avez parlé de ce rapport, c'est le rapport Pinville, de Martine Pinville, qui a dit un peu halte au feu. Donc secrétaire d'État au commerce, elle a demandé à l'Inspection générale des finances d'établir un rapport sur l'état actuel des centres-villes, 400 pages. Et M. Gintran, président de l'Institut des centres-villes, a dit que dedans, il y avait trouvé 3 diagnostics qui ne font plus débat aujourd'hui. Les pouvoirs publics sont conscients qu'il faut concentrer et ne plus saupoudrer les moyens, ça c'est pour aider les centres-villes. Une pression fiscale déloyale à revoir, il faut être fou pour investir en centre-ville. Et le développement de la périphérie porte atteinte au cœur de ville. Vous vous rendez compte, il faut attendre 2017 pour qu'un rapport officiel nous dise que le développement de la périphérie porte atteinte au cœur des villes. Ce sont vraiment de belles découvertes aujourd'hui, et je conclurai par « Messieurs, vous venez tard ». Voilà. Sur l'aspect du modèle urbain, il est évident que l'étalement urbain, c'est le pavillonnaire, et c'est le pavillonnaire qui pose ce problème de consommation d'espace. On parlait évidemment des grandes unités commerciales, évidemment c'est impressionnant, ça prend des hectares, mais les lotissements aussi. Or qu'est-ce qui se passe? Moi j'habite sur Saint-Guillain-le-Désert, et donc je vois ce qui se passe par exemple sur Gignac. Gignac, c'était un bourg qui avait du commerce, un petit commerce intéressant. Et puis on fait un rang de lotissement, un deuxième rang de lotissement. Au troisième rang de lotissement, les gens qui sont venus là pour habiter entre guillemets à la campagne, mais dans un village et aller à pied acheter leur pain, ils sont trop loin pour aller acheter leur pain. Donc le problème de l'étalement urbain, c'est que ça détruit aussi ce fonctionnement des centres urbains. Je ne sais pas si je vais vous apporter des solutions, mais effectivement déjà pointer les responsabilités. Pour moi, il y a 3 responsables dans la situation dans laquelle on est. Le premier, ce sont les enseignes, puisqu'elles ont un modèle qui s'épuise, tout le monde le sait, et elles courent après pour une croissance qui ne suit plus. Alors paradoxalement, on va multiplier les points de vente pour maintenir ces parts de marché. C'est-à-dire que c'est plus un besoin de consommation, c'est un besoin financier de pouvoir toujours garder son rythme de croissance ou au moins se maintenir. Mais à la limite, j'ai envie de dire, on est dans un système capitaliste, c'est leur rôle de jouer ça. Donc, qui peut les limiter? En tout cas, ce n'est pas les promoteurs. Parce que les promoteurs, eux, ils jouent le même jeu. Il faut savoir qu'ils peuvent mettre dans leur bilan les loyers des surfaces commerciales non louées. C'est une part active, ce qui leur permet de lever d'autres emprunts pour réaliser d'autres projets. Et quand je fais un projet, je fais appel aux enseignes, je les mets en concurrence en leur disant « si c'est pas toi qui prends, ça sera ton concurrent ». Et on retombe sur le rôle des premiers qui, au détriment de leur rentabilité, vont préférer ouvrir des surfaces. Et donc, bon, ça c'est des gens qui jouent leur jeu.
Déjà, vous voyez, avec une complicité quand même législative, parce que l'histoire des loyers dans le bilan actif, alors que c'est des loyers qui ne sont pas perçus, c'est quand même créer une bulle. Donc la responsabilité, elle est quand même fondamentalement du côté des élus, qui ont tous les moyens juridiques à travers l'urbanisme de bloquer les nouveaux projets, mais qui courent après l'image, j'ai envie de dire le mirage, de la création d'emplois sur leur territoire. Voilà, moi, mon sentiment. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler un petit peu plus précisément justement de cet aspect de biodiversité et surtout de comment en fait cette biodiversité est prise en compte dans les projets d'aménagement. Donc que ce soit dans un premier temps via les porteurs de projets, via les études d'impact et dans un second temps plus dans les politiques publiques d'aménagement du territoire. Alors, je vais tout d'abord vous parler des études d'impact. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un porteur de projet, quand il y a un projet d'aménagement, il y a obligation, bon, ça dépend encore de quelques critères, mais notamment de la taille du projet, mais le porteur de projet est dans l'obligation de faire ce qu'on appelle une étude d'impact, et cette étude d'impact comporte un volet environnemental, et notamment une partie qui est dédiée à la biodiversité. Donc en fait, c'est le porteur de projet qui doit lancer ses études et qui est donc propriétaire de ses études. On en parlait tout à l'heure et ça constitue vraiment un problème fondamental. Donc le porteur de projet va lancer un appel d'offres où tout un tas de bureaux d'études, des associations vont répondre pour réaliser ces études environnementales. Donc vont subir des pressions de loi du marché, etc. Ce qui ne va pas aider non plus à arranger la qualité de ces études environnementales. Le porteur de projet va choisir donc un bureau d'études en fonction de différents critères, surtout financiers évidemment, un petit peu techniques aussi maintenant parce qu'ils sont obligés. Et les bureaux d'études vont lancer, enfin, le bureau d'études choisi va lancer cette étude environnementale, notamment de la biodiversité. Donc en fait, dans un premier temps, il y a des experts qui vont aller, des experts en environnement, qui vont aller sur le terrain, sur le site, comme sur Oxylane par exemple, et qui vont faire un inventaire de la biodiversité, donc de la flore, des inventaires botaniques, un petit peu des habitats, et des espèces, mais surtout des grands groupes connus, comme par exemple les mammifères, les chauves-souris, les insectes, les batraciens, etc. Donc en fait, le but est d'essayer de justement voir quelles sont les espèces qui sont présentes sur site, est-ce qu'il y a des espèces protégées ou des espèces à enjeu à l'échelle du territoire, et d'essayer de comprendre comment ces espèces vont utiliser les habitats, c'est-à-dire est-ce qu'elles viennent plutôt pour chasser, est-ce qu'elles viennent s'alimenter, est-ce qu'elles viennent se reproduire, est-ce qu'elles gîtent sur place. Bon là je parle pour la faune hein, parce que c'est un petit peu plus mon domaine, et identique, c'est pareil pour la botanique, donc essayer de comprendre un petit peu le rôle du milieu, de ce milieu, de l'ensemble de ces milieux pardon, sur la biodiversité. Et pour essayer d'évaluer en fait les impacts du projet sur l'environnement. Donc tout d'abord il y a cet état initial qui est dressé. Donc on retrouve essentiellement une liste d'espèces et puis on essaie de comprendre un petit peu justement comment elles utilisent l'habitat. Ça c'est important parce que pendant très longtemps ces études-là étaient espèces centrées. C'est-à-dire que on va étudier l'impact du projet sur une espèce en particulier, sachant que vous savez bien que l'environnement, ce n'est pas qu'une liste d'espèces, et que c'est bien plus compliqué que ça, il y a tout un tas d'interactions à prendre en compte. Donc là, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, maintenant on s'intéresse aussi aux fonctionnalités écologiques, ce qui est quelque chose d'extrêmement important et qui est encore actuellement très difficile à prendre en compte dans les études d'impact. Je vous parle de ça parce que c'est particulièrement important dans le cadre d'Oxylane. Vous avez sûrement entendu parler de ceinture verte autour de Montpellier, par exemple, qui sont, donc quand on parle de fonctionnalité écologique d'un site, par exemple, c'est son importance pour le déplacement des espèces et pour la cohérence en fait, de toutes les entités écologiques qui peuvent être présentes au sein d'un territoire. C'est-à-dire que dans un territoire, vous avez des spots de biodiversité, des zones très très riches en biodiversité. On parle de milieux naturels, ça peut être aussi des milieux agricoles extensifs, bien sûr. Et entre ces milieux-là, on a besoin de tout un tas de choses d'un point de vue environnemental qui permettent de connecter en fait tous ces éléments importants entre eux. Voilà, donc maintenant, dans les études environnementales, on doit aussi essayer d'évaluer l'intérêt d'un site justement dans ces continuités écologiques. Sauf qu'en réalité, on n'a pas encore vraiment les outils, disons, scientifiques pour vraiment pouvoir évaluer correctement l'importance de ces sites-là. Donc on fait souvent appel à ce qu'on appelle des principes de précaution, notamment pour l'évaluation des impacts du projet sur ces fonctionnalités écologiques.
Et vous comprenez bien que souvent les principes de précaution ne plaisent pas vraiment face à des porteurs de projets. Quand on leur dit, en fait, on ne sait pas vraiment, alors du coup, on va dire qu'effectivement, on pense qu'il y a un impact. Par contre, on va nous répondre, ah mais attendez, c'est pas parce que vous pensez ça. Alors déjà, vous parlez beaucoup au nom d'un dire d'expert, on ne sait pas trop. Alors bon, voilà, ça marche pas vraiment. Enfin, c'est assez difficile d'argumenter auprès d'un porteur de projet. Donc là, je vous ai parlé de ce qu'on appelle l'état initial. Donc après, il y a une évaluation des impacts qui est réalisée en fonction des caractéristiques du projet. Et à ce moment-là, on va essayer de définir ce qu'on appelle des mesures de réduction, d'évitement ou de réduction. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler du triptyque éviter, réduire, compenser. Donc c'est le principe même justement des études d'impact. On ne parle pas encore de compensation, ça c'est encore bien après. Normalement, c'est vraiment à la fin de ces études-là. Donc on va essayer de discuter avec les porteurs de projets pour essayer de réduire un maximum les impacts de ces projets-là sur l'environnement. Donc bon, ça marche plus ou moins bien suivant les projets. Parfois ça marche très bien. Il y a des porteurs de projets qui ont vraiment envie de faire des efforts. Il faut le dire, parce que c'est vrai que c'est assez rare. Et ça n'a pas du tout été le cas dans le cas d'Oxylane. D'ailleurs, je parlerai peut-être un petit peu plus précisément de ce cadre-là, parce qu'en fait, j'ai réalisé aussi, en fait, c'est le bureau d'études, c'est une association qui a réalisé ces études-là sur Oxylane, qui sont les écologistes de Leuzière. Et à l'époque, je travaillais avec eux en tant qu'indépendant, et c'est moi qui réalisais les expertises concernant les chauves-souris sur ce site. Et j'ai pas mal de choses à dire, notamment sur comment s'est passé mes terrains ici, la relation avec notamment le propriétaire des terres et comment ça s'est passé. Et sachant aussi que, en fait, l'étude d'impact n'a pas forcément été... il y a eu beaucoup de lacunes de cette étude-là. Ceci dit, il y a eu des demandes plusieurs fois qui ont été faites aux porteurs de projet pour que cette étude d'impact ait des compléments, parce qu'on n'avait vraiment pas assez de temps pour faire les inventaires nécessaires. Et ces compléments-là ont été refusés. Donc Decathlon a refusé les compléments, a refusé aussi les impacts en fait, qui avaient été évalués. Donc voilà, puis c'est passé, il n'y a eu aucun problème. Voilà. Bon, ça fait partie de ces problèmes justement de manque d'indépendance des bureaux d'études aussi. Voilà. Encore là, c'est autre chose parce que les services de l'État étaient au courant de ces impacts-là, mais c'est passé quand même, il n'y a pas eu de problème. Donc c'est quand Simon dit justement on aimerait que les porteurs de projets respectent la loi. Là, on est dans le cadre où il y a eu des impacts qui ont été pointés du doigt. Il y a après eu des contre-expertises, donc j'ai aussi participé à la contre-expertise, qui ont dit, en plus, l'étude d'impact, elle était insuffisante, il fallait des compléments. Il y a plein d'autres espèces protégées qui n'étaient pas présentes lors de l'étude d'impact, mais qui sont là aussi. Et encore une fois, on a des réponses de personnes. Les services de l'État ont mis beaucoup de temps à se mouiller aussi, à donner un avis, sachant que là, je ne remets pas en cause forcément. Là, je parle de la DREAL, la direction environnementale. C'est pas forcément de notre faute non plus, parce qu'ils sont très peu nombreux. Il y a beaucoup de projets dans la région. Et donc parfois, c'est juste très difficile aussi de gérer ça. Et ça, c'est un réel problème aussi au sein de la région. Voilà, alors je me suis égarée un tout petit peu, je vais revenir sur ces questions d'impact. Donc vous posez peut-être, on m'a demandé un petit peu de répondre sur quels sont les impacts justement de ce type de projet-là sur l'environnement. Bon, évidemment, je ne vais pas vous répondre en termes de généralité, parce que ça dépend vraiment du contexte, ça dépend de là où vous êtes. Là, les problèmes qui peuvent être posés, notamment dans le cadre de ces projets-là, c'est qu'on est bien souvent en zone périurbaine. Donc ce qui n'est pas d'ailleurs le cas d'Oxylane, mais ce qui est souvent le cas dans ces zones-là, sont des zones qui sont déjà dégradées. En fait, parce que c'est grignoté petit à petit. Il le disait aussi dans la vidéo, on grignote petit à petit, donc les projets y passent parce que ce sont des petits projets qui n'ont pas beaucoup d'impact parce que la zone est déjà dégradée, donc c'est comme ça qu'on grignote petit à petit. Ou alors encore plus vicieux, des porteurs de projets qui ont des gros projets mais qui vont les trancher en petits projets, qui vont les faire passer au fur et à mesure pour justement étaler sur le temps les impacts, on les aperçoit, enfin on les aperçoit mais sur le long terme, mais les études ne sont pas réalisées sur le long terme justement. Du coup, il y a pour les impacts, donc il y a des différents types d'impacts, il y a des impacts directs, donc là vous imaginez bien, c'est de la destruction d'habitat, de la destruction d'espèces protégées ou non d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup d'espèces protégées, ça c'est encore autre chose. Parce qu'il n'y a pas que les espèces protégées en fait, parce que la réglementation n'est pas forcément là pour certaines espèces qui peuvent être très importantes aussi d'un point de vue écologique, mais qui malheureusement ne disposent pas encore ou ne disposent pas d'un statut réglementaire.
Donc là, on essaye de rattraper ça avec ce qu'on appelle l'enjeu local de conservation. Donc parfois, des espèces non protégées peuvent justement influencer certains schémas d'aménagement pour ces projets-là. Ceci dit, par exemple, quand on parle de biodiversité ordinaire, entre guillemets, et c'est notamment ce type de biodiversité-là dans les villes. Par exemple, je vais vous avez peut-être entendu parler du projet de Las Ribes, qui concernait le parc de Las Ribes à Montpellier, qui est un parc où effectivement, si on réalise une étude d'impact sans s'attacher au fait qu'on est dans un contexte urbain, effectivement, les impacts vont être entre guillemets minimes sur la faune et la flore si on ne part pas du principe qu'on est dans un contexte très particulier. Effectivement, dans cette zone-là, il y aura beaucoup moins d'espèces protégées, mais c'est normal. Et c'est pas pour ça que les espèces qui sont sur ce site-là n'ont pas une importance capitale pour le fonctionnement, pour la cohérence de la ville et pour le fonctionnement de la ville, pour tout un tas d'autres raisons. Alors, d'un point de vue écologique, ça c'était juste pour donner mon avis un petit peu sur ce point-là. Alors après, il y a aussi ce qu'on appelle les impacts indirects. Donc là, c'est plus ce qui est relatif à la pollution lumineuse, par exemple. On en parle très peu, mais pour ce qui est c'est un réel problème dans les villes, dans l'étalement urbain. L'augmentation de cette pollution lumineuse on en parle de plus en plus, parce que maintenant, vous avez peut-être entendu parler de la trame noire. Donc la trame noire, c'est un peu comme la trame verte et bleue, pour ceux qui en ont parlé. Trame verte et bleue, c'est quand je parlais de fonctionnalité écologique, c'est exactement ça, en fait. C'est justement un outil qui permet justement d'identifier les zones, les hotspots de biodiversité et justement tous les liens entre ces lieux. Cette pollution lumineuse peut avoir des impacts non négligeables justement sur des espèces nocturnes. Et ces espèces nocturnes, notamment les chauves-souris, pour vous donner juste un petit exemple, parce que ça c'est un peu plus mon domaine, mais les chauves-souris qui interviennent énormément sur tout ce qui est lutte contre les insectes ravageurs notamment. On parle pour donner une idée, une chauve-souris taille moyenne mange l'équivalent de 6000 moustiques par nuit. Donc vous imaginez l'importance qu'elles peuvent avoir pour justement le contrôle, que ce soit des insectes ravageurs, ou on parle aussi des moustiques tigres. Bon, les moustiques tigres sont un petit peu plus le jour. Ceci dit, il y a quand même tout un tas d'animaux qui viennent les manger. Et si on ne conserve pas ces animaux-là, on va être confronté à de réels problèmes également très bientôt. Je vous donne ces exemples-là qui sont des exemples un petit peu bêtes, mais c'est souvent bien plus parlant. On n'a pas parlé de la compensation écologique. Alors, je vais finir là-dessus, parce que là, c'est encore un débat, qui est important au sein que ce soit parmi les citoyens ou alors parmi les professionnels de l'environnement aussi. Alors, une fois que vous avez fait toutes ces études-là, que vous avez des impacts qui ont été définis, des mesures qui ont été définies, comme les mesures, ça peut être typiquement de ne pas utiliser de lumière ou alors d'utiliser il y a tout un tas de choses qui existent, on pourra en discuter après si vous le souhaitez, et qu'il reste encore des impacts. Dans ces cas-là, on met en place ce qu'on appelle des mesures compensatoires. Alors les mesures compensatoires, en fait, c'est vous avez une perte de biodiversité et vous allez la compenser en créant de la biodiversité ou en conservant de la biodiversité ailleurs. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu le principe, donc vous détruisez d'un côté et vous allez essayer de rétablir la biodiversité ailleurs. Ce principe-là a été renforcé par la dernière loi de reconquête de la nature. Entre parenthèses, on fait partie de la nature aussi, donc peut-être qu'un jour il faudra arrêter de penser à la conquérir tout le temps. Voilà, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est important aussi de rentrer dans des dynamiques différentes de politique en termes d'écologie. Si on veut vraiment une transition énergétique, il va falloir qu'on utilise les bons mots et qu'on arrête aussi d'utiliser des grands mots et qu'on mette des idées très claires, des idées beaucoup plus concrètes en place. Donc voilà, et sur la compensation, en fait, maintenant, ils ont décidé de créer une banque de compensation où les porteurs de projets vont pouvoir payer pour acheter ce qu'on appelle des unités de compensation. Donc ils ont des projets où il y aura des impacts, et pour payer en fait ce droit de détruire, entre guillemets, ils pourront aller acheter des unités de compensation dans des banques. Alors il y a plusieurs craintes vis-à-vis de ça, notamment des craintes de spéculation, puis c'est tout ce qui est autour de la monétarisation de la biodiversité. Enfin, ça ouvre des champs de débat très importants sur tout un tas de questions, à la fois philosophiques, sociales et écologiques. Après, donc une fois que toutes ces études-là, je vais finir là-dessus, juste une toute petite minute. Quand ces études-là, parce que c'est quand même important, surtout dans le cadre de ce projet-là, c'est aussi comme ça que ça s'est passé, c'est qu'une fois que ces dossiers-là sont finis, il y a une enquête publique.
Et pendant l'enquête publique, c'est à ce moment-là en fait que les citoyens ont leur mot à dire, entre guillemets, parce que c'est encore une fois, le commissaire enquêteur donne un avis consultatif. Donc cet avis consultatif parce qu'après c'est le préfet en fait, le préfet de région qui va prendre la décision de donner l'accord pour la réalisation de ce projet ou non. Le préfet n'est pas du tout obligé de suivre l'avis en fait, des citoyens, des associations et donc du commissaire enquêteur, sachant que par exemple pour la gare de Maugères, vous avez plusieurs centaines d'avis négatifs sur un projet de la part des citoyens, près de 800 je crois, pour seulement 2 ou 3 avis positifs, et le commissaire enquêteur a conclu qu'il n'y avait pas de problème et qu'il pouvait y aller, et que c'était plutôt positif. Voilà. Donc, en fait, l'étude d'impact, alors maintenant c'est obligatoire, hein, l'étude d'impact doit être réalisée sur l'ensemble d'une période du cycle biologique des différents groupes étudiés. Donc cette étude d'impact a été réalisée sur à peu près une année entière. Donc l'équivalent, enfin l'hiver, printemps, été, automne. Et c'était il y a 4 ans peut-être. Le premier point indispensable, c'est l'indépendance en fait, de ces études-là. Que ces études-là soient par exemple des études publiques et que les bureaux d'études ne soient pas financés par les porteurs de projets. Enfin, on peut imaginer, en fait, pour moi, c'est tout un système en fait, qu'il faudrait repenser. Et en dehors de ça, il n'y a pas forcément... Alors, est-ce que le but d'une étude d'impact, finalement, est d'être vraiment exhaustif sur la biodiversité présente sur un site, par exemple? C'est pas si évident que ça, parce que pour répondre à ces questions-là, il faudrait des années d'études à temps plein. Bon, il faut essayer de trouver une sorte une suffisance, une sorte d'équilibre, justement, pour avoir des expertises pertinentes et pour pouvoir concilier un maximum, on va dire, concilier le développement avec l'environnement. Bon, ça c'est encore une autre question, parce que effectivement peut-être qu'un jour il va falloir qu'on se pose la question de cette sobriété justement. Et est-ce que par exemple à Montpellier typiquement, bon, je connais un petit peu la ville, je sais qu'il y a énormément de bâtiments qui sont inhabités. Moi c'est quelque chose que je ne comprends pas, ça par exemple, pourquoi on ne se concentre pas sur ce genre de... Il y a réellement un problème urgent vis-à-vis du développement, on parle de croissance à longueur de temps, est-ce que peut-être qu'un jour il va falloir se poser certaines questions justement liées à cette croissance? Est-ce que cette croissance est vraiment si bénéfique? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir différemment? Est-ce qu'on ne peut pas repenser un petit peu tout ça différemment parce qu'il est urgent actuellement de trouver des solutions en termes d'environnement, parce qu'on va droit dans le mur. On se remet un petit peu en question aussi sur certaines pratiques, sur certains modes de vie que nous avons. Pour vraiment répondre à ces questions, il y a 2 problèmes fondamentaux aussi, c'est la standardisation des protocoles d'études et le manque de financement finalement. Mais si on finançait un petit peu la recherche en écologie aussi, si la recherche en écologie avait un tout petit peu plus de fonds pour pouvoir fonctionner correctement, on pourrait répondre à toutes ces questions-là aussi. Et ça, il y a un réel problème dans notre société aussi par rapport à ça. Je vais juste dire vraiment 2 mots, parce que de rester ensemble, de rester engagés et d'essayer de travailler ensemble en fait, c'est aussi le plus difficile, aussi d'essayer de travailler sur ces passerelles en fait entre les politiques et les citoyens qui sont bien souvent trop éloignés en fait parfois de la réalité du terrain, j'ai envie de dire, donc pas forcément sur des petites communes, c'est encore un petit peu différent. Ceci dit, pour moi, c'est vraiment urgent, et puis d'un point de vue écologique aussi, qu'on parle d'éducation populaire, qu'on informe un petit peu les gens, que les gens soient un petit peu au courant de ce qu'il y a autour d'eux, parce que certains ne protègent pas l'environnement juste parce qu'ils ne le connaissent pas assez et qu'ils ne se rendent pas compte en fait, de toute la richesse qu'on a ici, même sur nos territoires. Voilà, donc je vais juste finir là-dessus, et je vous remercie. Merci beaucoup.